Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. L'émission que nous vous proposons ce soir va donc nous emmener aux frontières du surnaturel. Vous allez voir dans quelques instants un film qui nous entraîne dans un univers étrange, un peu angoissant, dont on ne sait pas très bien où finit le vécu et où commence le réel et où commence l'inconnu. Et en fait, est-ce que ce monde inconnu est vraiment un monde surnaturel ou est-ce qu'il n'est inconnu que parce que la science n'a pas encore pu percer tous ses secrets? C'est une des questions que nous allons poser tout à l'heure aux spécialistes qui nous ont fait l'amitié de venir ce soir en direct discuter avec nous de ce problème et que je vais vous présenter maintenant. Monsieur François Lhermitte, le professeur François Lhermitte, membre de l'Institut et neurophysiologiste à l'hôpital de la Salpêtrière. Monsieur le professeur Fulchignoni est psychologue et sociologue. Rémi Chauvin, le professeur Rémi Chauvin est spécialiste du comportement animal, il est biologiste, mais il s'intéresse beaucoup au comportement de l'homme, et je crois qu'il nous le montrera tout à l'heure. Le professeur André Bourguignon est médecin, psychanalyste, entre autres choses, et il est professeur à l'université de Créteil. André Sabatier, Robert Sabatier, de l'Académie Goncourt, a bien voulu jouer ce soir le rôle de ce que nous appelons notre Candide, c'est-à-dire l'honnête homme qui n'est pas un spécialiste, mais qui a tout de même des vues personnelles sur un certain nombre de sujets. J'espère que Robert Sabatier a aussi des choses à nous dire et pas seulement des questions à nous poser sur le surnaturel. Si vous voulez, nous allons voir ensemble maintenant le film Les Innocents. C'est à nous, hein, monsieur. Très bien. Après les tragiques événements que nous venons de voir sur le petit écran, je pense qu'il serait intéressant de demander leurs sentiments aux spécialistes qui sont là avec nous ce soir. Je vais d'abord vous les présenter de nouveau. Le professeur François Lhermitte, qui est membre de l'Institut, neurophysiologiste à la Salpêtrière à Paris. Le professeur Fulchignoni, qui est professeur à l'Université de Rome, qui donne actuellement des cours à Paris, qui est psychologue et sociologue. Nous avons aussi avec nous Rémi Chauvin, biologiste, spécialiste de comportement animal, mais qui, je crois, aura des choses à dire tout à l'heure sur beaucoup de phénomènes humains. Le professeur André Bourguignon est médecin et psychanalyste, et il professe à l'université de Créteil. Et Robert Sabatier, de l'Académie Goncourt, écrivain, qui a bien voulu ce soir jouer le rôle de Candide et poser avec moi les questions à nos invités. Alors je voudrais d'abord vous demander, messieurs, quel est votre sentiment sur ce film? André Bourguignon, est-ce que vous voulez ouvrir le feu? De quoi s'agit-il? Est-ce du surnaturel? Ou est-ce quelque chose que la science ou la psychologie peut expliquer? C'est pas du surnaturel. Je pense qu'on est en présence de phénomènes psychopathologiques qui se déroulent entre trois individus, la gouvernante et les deux enfants. Des phénomènes de quel ordre? Des phénomènes d'induction réciproque. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est la gouvernante qui est à l'origine de tout. Et que les enfants sont plus ou moins induits, et la gouvernante ayant réutilisé ce qu'elle a appris par le personnel du château. Et bon, on pourrait en reparler, hein, quel rôle elle joue dans oui, cette on en histoire. parlera peut-être un petit peu. Monsieur Fulchignoni, vous êtes de cet avis? Pas tout à fait. Non, moi je trouve qu'il y a deux phénomènes très précis au point de vue clinique. Je trouve ce film très intéressant au point de vue clinique et au point de vue historique. Enfin, au point de vue clinique, je crois qu'il est intéressant de remarquer qu'il y a deux phénomènes. Je crois les hallucinations de la gouvernante, d'une part, et la possession des enfants de l'autre. Ce sont des phénomènes très
très séparés qui finalement se fondent par le génie artistique de James, mais enfin qui n'ont pas beaucoup de rapport avec ce que nous voyons dans la réalité. Au point de vue historique, je trouve le film passionnant parce qu'il illustre, à mon avis, la naissance de la psychanalyse. Il faut penser qu'il a été écrit à l'époque, disons, vers la fin du siècle passé, vers les années où on disputait Charcot, Bernheim, on étudiait avec Janet ce phénomène. Et il est passionnant de voir que placé dans un contexte comme le contexte anglais, victorien, où il y a le maximum de censure, il y a des phrases qui sont tout à fait révélatrices pour l'époque. La fille dit, la gouvernante dit, il faut que tu regardes ton fantasme et tu seras libéré. Au moment où tu le regardes, tu seras guéri. Vous voyez, c'est tout à fait, je crois... Voilà, je crois que là, il y a un phénomène important, et cette prémonition de la part du romancier, qui était le frère du grand psychologue William James, est quand même intéressante à remarquer. L'ami Chauvin, qu'est-ce que vous pensez de ce comportement des personnages? Ma foi, je serais assez de l'avis de mon collègue de gauche, en pensant qu'il n'y a rien du tout de surnaturel là-dedans. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup le mot surnaturel. Il y a peut-être quelque chose de paranormal dans les phénomènes physiques qui paraissent accompagner les crises nerveuses de la gouvernante et des enfants, c'est-à-dire les glaces qui se brisent, que j'ai cru remarquer à 2 ou 3 reprises, n'est-ce pas? Ça a l'air un peu d'une maison phénomènes, hantée, ce château. oui, les phénomènes voisins de ceux qu'on voit dans les poltergeists, dans les maisons hantées, on pourra parler si vous voulez. Mais enfin, une maison hantée, c'est bien plus spectaculaire que ça, vous savez. Beaucoup plus. Vous trouvez aussi, donc, qu'on peut expliquer ces Oh phénomènes? oui, moi je ne pense pas que mon collègue l'ermite me contredira, ça me paraît... Voyons, il doit y avoir dans les salles, la salpêtrière, des gens aussi malades que ça, non? Plus malades encore. Je pense qu'il y en avait jadis. Enfin, ah oui, ça n'est plus à la mode maintenant. Non, c'était peuplé de sujets de cet ordre. C'est vrai que le film a un fondement psychopathologique qui est très clair. Évident. De la part de qui? Vous pensez qui? La non, gouvernante? Non, c'est la gouvernante, Oh, c'est la certainement. gouvernante, tout à fait Comme blanc. l'a dit André Bourguignon, qui réutilise tout ce qu'elle a pu apprendre, bien entendu, et les enfants sont plutôt là les victimes. Mais enfin, peu importe, le film n'est pas du tout proche de la réalité. Le film n'est pas non plus proche du surnaturel. Je crois que c'est une œuvre de fiction et qui utilise des procédés, au fond, très conventionnels pour créer une atmosphère un peu d'épouvante, de crainte, de hantise. On a eu droit à un peu tous les procédés, le bruit qui survient sans raison et avec une sonorité étrange, les lumières qui s'éteignent, les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des fantômes, enfin tout cela, ça fait partie des trucs, en quelque sorte. Oh bah bien sûr, des trucs, c'est une œuvre de fiction, ça n'a rien à voir avec la vie naturelle, si ce n'est que là l'auteur, avec sans doute beaucoup de talent pour l'époque, a réussi à exprimer des phénomènes qui sont des phénomènes très classiques en psychopathologie. Le romancier, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Je pense que c'est curieux parce que j'ai essayé de voir par-delà le film l'œuvre littéraire. Parce que le film a trop de trucs faciles, trop de portes qui claquent, de rideaux qui bougent, de hurlements. D'autre part, il y a une interprétation de l'œuvre par les acteurs. Et il est certain que Deborah Kerr, qui joue admirablement, incline le sujet vers une sorte d'hystérie de dame à qui il manque peut-être quelque chose, enfin. Et on risque de le juger à partir de ça. Quant au reste, eh bien, moi je suis un peu bon public, je marche. Je marche, et si je marche, c'est parce que j'ai des souvenirs personnels dans mon enfance que je n'ai jamais très bien pu situer, que je n'ai jamais très bien pu expliquer, et dont j'ai évité, je crois, de parler même dans des romans que j'ai écrits qui ont trait à mon enfance. Si vous permettez, ça ne va pas être très long, mais je me souviens que quand j'avais une dizaine d'années et que ma mère était morte, et elle est morte à côté de moi, ce qui m'a causé une grande frayeur quand je me suis levé le matin et que je l'ai trouvée à côté de moi ne bougeant pas, je ne savais pas qu'elle était morte, et j'avais vu mon père mort aussi quelques années plus tôt, ce qui m'avait effrayé. Et ensuite, j'ai vécu dans une petite rue de Montmartre chez des cousins où il y avait une alcôve, et toutes les nuits je faisais d'affreux cauchemars. C'était tantôt une sorte de messe horrible avec un cadavre, et je n'avais aucune lecture qui avait pu me suggérer ça à l'époque, et tantôt je voyais, je ne dis pas que je rêvais, je voyais une forme voilée de noir devant moi, et cette forme, à travers les années, j'ai toujours pensé que ce n'était pas une hallucination, mais que je la voyais, et j'en étais sûr, et même encore, j'en suis sûr, et pourtant, tout me dicte le contraire, l'esprit rationnel, l'intelligence, et en même temps, j'ai toujours été troublé. Il y a eu, dans ma vie, comme dans la vie de beaucoup d'individus, je crois,
quelques phénomènes inexplicables, et je pourrais en raconter d'autres si je... C'est bien ce que nous avons appelé, dans le cadre de cette émission, les frontières du surnaturel. Et il est vrai qu'il y a des tas de phénomènes qui se produisent pour lesquels on peut se poser la question. Vous avez parlé tout à l'heure, messieurs, d'hallucination, de possession. Ce sont des mots qui, pour le public, représentent quelque chose de surnaturel. Alors je crois qu'il faut peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que vraiment les hallucinations, par exemple, sont un phénomène qui, pour vous, est complètement en dehors du surnaturel? Les hallucinations telles que celles dont Robert Sabatier vient de parler ou celles que nous avons vues dans le film tout à l'heure? Monsieur Bourguignon. Je ne pense pas que ce soit surnaturel. C'est une activité sensorielle qui n'est pas coutumière, mais qui peut se produire, qui sait, chez certains d'entre nous, et de façon beaucoup plus commune, chez certains sujets, bon, qui rentrent dans le cadre de la psychopathologie. C'est-à-dire les phénomènes qui sont explicables par ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau, c'est ça? Enfin, je ne dirais pas qu'on en ait une explication totale, absolue, mais enfin, ce n'est pas une chose absolument invraisemblable et surnaturelle. L'hallucination est un phénomène aux limites du psychopathologique. Monsieur Fulchignoni, c'est votre avis aussi? Oui, oui, en effet, ce sont des phénomènes tout à fait connus, vérifiables, etc. Vous avez parlé de possession, vous, tout à l'heure. Oui, alors, oui. je crois qu'il faudrait que vous en disiez quelques mots de plus, parce que vous avez parlé de possession. Comment? Expliquez-vous. Qu'est-ce qui peut être possession les enfants dans ce film? sont de possédés. Les enfants, elle le dit, la gouvernante le dit de manière très claire, le romancier le dit. Donc, c'était une époque où cette notion de possession tendait à exprimer cette curieuse ambiguïté qui se passe quand une personne se comporte d'une manière différente, quand la personnalité se partage. La possession, c'est quoi? Il faudrait peut-être La que vous nous possession, expliquiez. c'est le fait qu'une personne se comporte d'emblée d'une manière complètement différente, comme si elle était deux, comme s'il y avait une division de la personnalité. Comme si elle était habitée par quelqu'un d'autre. Comme si elle était habitée par quelqu'un d'autre. Alors il se produit ce phénomène très étrange, que toutes les civilisations occidentales refusent et considèrent négatif l'état dans lequel quelqu'un est habité par quelqu'un d'autre. Imaginez toutes les sorcières qui ont été brûlées au Moyen-Âge, tous les États qui ont été considérés comme des États scandaleux, comme des États refusés, éliminés. Et d'autre part, une grande partie du monde qui considère la possession, au contraire, comme un État supérieur. En Afrique, le possédé est quelqu'un, comme l'a démontré toute une série d'admirables films de Jean Rouch, qui a filmé justement ces problèmes pour ce qui concerne l'Afrique. Ils ont montré qu'un homme possédé dispose de facultés, monsieur l'ermite, de facultés qui sont des facultés supérieures, étranges à la norme. On est insensible à la douleur, on est insensible aux brûlures, on est insensible à la possibilité d'être piqué, d'être coupé, etc. Un être qui démontre ces facultés est un être qui est considéré supérieur. Les sorcières, qui avaient des insensibilités de la même manière, qui pouvaient être plongées dans l'eau froide sans souffrir, etc., étaient considérées des êtres inférieurs, donc à éliminer la structure sociale. Vous voyez donc que ce phénomène... C'était des femmes. Voilà. Donc, vous voyez que ce phénomène de la possession, qui est un phénomène universel, parce qu'il existe encore aujourd'hui, toute l'Afrique célèbre des rituels de possession. Les Macumba d'Amérique latine, les candomblés d'Amérique latine, sont tous des phénomènes de possession actuellement existants dans les sociétés qui ont une fonction de la plus grande importance. Donc, suivant que le phénomène se passe en Europe ou en Afrique, il n'a pas le même sens pour la société. Mais à Paris, il y a à l'archevêché, il y a un exorciste qui pratique régulièrement des exorcismes. Plutôt rarement, parce qu'il pose très bien les indications. En disant même de façon exceptionnelle. Alors, regardons savoir, parlez-nous un peu. Est-ce qu'à la Salpêtrière, vous voyez des gens qui se disent possédés, par exemple? Non, sûrement pas. Vous n'en voyez pas? Non, sûrement pas. On en a vu, pourtant. Dans le monde occidental très, très évolué, qui est le nôtre, encore à l'heure actuelle, les phénomènes de possession sont rares. Oui. À l'inverse, ils étaient beaucoup plus fréquents à des stades plus primitifs de notre civilisation, et c'est pourquoi vous les retrouvez actuellement en Afrique ou dans d'autres continents. De même, il y a une certaine similitude avec l'évolution de l'individu. Les phénomènes de possession sont très sensibles à la suggestibilité et donc plus fréquents, peuvent être plus fréquents chez l'enfant que chez l'adulte. Mais si vous me le permettez, j'aurais aimé revenir un instant sur les hallucinations, puisqu'il s'est posé un instant la question de savoir, s'agit-il d'un phénomène naturel ou d'un phénomène non naturel? Alors, la réponse doit être très claire pour les téléspectateurs. Les hallucinations sont un phénomène de la nature, et donc naturel en ce sens que ce sont des faits que nous observons les uns et les autres très fréquemment, que l'on peut analyser et, chance supplémentaire, que l'on peut expliquer dans une certaine mesure.
Alors je crois que comme nous tous, j'ai été très bouleversé par le témoignage de Robert Sabatier. C'est exact que vous avez été à un âge très fragile, très sensible. Vous avez été frappé par une expérience extrêmement douloureuse et qui sans doute a créé donc dans votre esprit, mais quand je dis dans votre esprit, je veux aussi dire dans votre cerveau, parce que pour moi c'est la même chose, a créé les conditions propices au développement d'un phénomène hallucinatoire. Alors ces phénomènes hallucinatoires visuels, car le vôtre était visuel, ce sont des phénomènes qu'on observe assez souvent chez des patients qui sont absolument sains d'esprit, mais qui pour des raisons ou d'autres raisons, ne serait-ce qu'une cicatrice dans le cerveau, tout d'un coup sont l'objet d'une sorte de décharge qu'on pourrait comparer à une sorte d'éclair qui met en branle je ne sais combien de milliards et de milliards de cellules nerveuses et qui décharge réellement au fond tout ce qu'elles ont en elles-mêmes. Et dans la mesure où il s'agit de cellules ou de réseaux de cellules ayant une activité dans la perception visuelle, eh bien se trouvent projetés en face des yeux, je dirais, du sujet, des phénomènes visuels, donc hallucinatoires, qui peuvent avoir autant de réalité pour celui qui en est l'objet que s'il s'agissait réellement d'objets réels qu'il percevait. Oui. Et vous êtes sûr de ça? Ah, absolument certain, non, absolument certain. C'est une expérience, je dirais, très courante en neurologie que d'assister à des phénomènes d'hallucination visuelle dus à des décharges de l'un ou de l'autre des lobes occipitaux ou des hallucinations auditives par la décharge d'un lobe temporal. Et quelqu'un d'autre que le sujet peut les observer? Absolument pas, c'est inconcevable, puisque c'est vous-même qui les projetez. Vous avez c'est une perception sans objet, l'hallucination. Mais dans la mesure où l'ensemble des réseaux de neurones de vos lobes occipitaux se met tout d'un coup à décharger, eh bien, ils vont décharger ce qu'ils contiennent. Alors ce qu'ils contiennent, c'est une masse de choses, c'est-à-dire toute votre expérience visuelle vécue depuis que vous êtes dans le monde. Alors au hasard de ce que nous appelons des patterns, c'est-à-dire de ces chemins qui sont les contreparties matérielles de ce que nous avons emmagasiné, enregistré en fonction de nos expériences, vous allez pouvoir voir se dérouler devant vous des scènes tout à fait extraordinaires. Et ça, je crois que c'est un phénomène très, si vous voulez, très admis. D'un autre côté, les neurochirurgiens, depuis une vingtaine d'années, pour repérer certaines cicatrices qui peuvent provoquer des crises d'épilepsie, ne se sont pas gênés à exciter telle ou telle partie du cortex cérébral. Et ils ont provoqué des hallucinations. Oui, Monsieur Bourguignon, vous voulez dire quelque chose? Oui, tu te places dans le domaine de la neurologie, mais je pense qu'on n'hallucine pas n'importe quoi, et M. Sabatier n'a pas halluciné n'importe quoi, c'est donc pas au hasard, c'est quand même en rapport avec la charge affective de l'hallucination. Mais je voudrais vous poser une question aux uns et aux autres. Est-ce qu'on appelait autrefois les sorcières, dont on a parlé tout à l'heure à l'instant, est-ce que c'était uniquement des hallucinés Non, pas forcément. Ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Il n'y avait pas forcément hallucination. Quelle est votre explication actuelle de ce qu'on appelait les sorcières? Mais tout dépend comment vous définissez les sorcières. Non, mais on les accusait de crimes divers. Oui, on les accusait surtout d'être possédés par le démon. Oui, on les accusait d'un comportement abnorme, c'est-à-dire elle avait en elle quelque chose qui était démoniaque. Et alors, puisqu'on ne pouvait pas admettre l'existence en même temps d'une personnalité double, on créait cette sorte d'entité extérieure qui, de l'extérieur, pénétrait dans le corps de cette personne. Donc il y avait cette notion de possession diabolique. La personne était possédée par le démon. C'est ça. C'est l'explication, Robert Sabatier. Non, je me demande s'il n'y a pas ça, bien sûr, s'il n'y a pas une autre explication. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je ne fais que poser une question. S'il n'y a pas plutôt une explication religieuse ou politique. Nous l'avons vu à l'époque des sorcières aux États-Unis, à différentes époques. Ça ne s'exclut pas. Absolument, non, ça coïncidait. Nous donnons des explications. Mais ça exagère peut-être la chose. Vous voulez dire que la société, en quelque sorte, se débarrassait d'individus gênants en les accusant de sorcellerie. Voilà, ça s'est passé 1000 fois. Comme on trouve l'exorcisme à toutes les pages de nos journaux et dans les discours d'hommes politiques, je crois. Absolument. Oui, mais le contexte social dans lequel se déroule le phénomène de possession joue un très grand rôle. Alors que dans un contexte religieux, le démon y occupe une place primordiale, et que dans d'autres contextes sociaux, ce soit d'autres éléments qui prennent la place du démon, il n'y a rien de surprenant à cela. C'est finalement l'environnement social qui vient attribuer créer le phénomène de possession et lui attribuer un certain vêtement.
Mais tout à l'heure, vous disiez quelque chose d'extrêmement intéressant sur les capacités, mettons, un petit peu extraordinaires des sujets qui pouvaient être possédés, comme par exemple d'être insensible à la douleur. Ça, c'est un fait constant, qui dure depuis des millénaires. Il n'y a aucun doute, oui. C'est un fait constant, c'est un fait qui d'ailleurs rapproche un peu la possession de l'hystérie. C'est ça. Mais c'est un fait étrange, au premier C'est un abord. fait bouleversant, mais c'est un fait qu'on peut commencer à expliquer. Car la douleur, qui nous paraît un élément très naturel, est en réalité un phénomène très déconcertant. Il est très frappant de voir que, selon l'environnement psychologique dans lequel survient tout d'un coup quelque chose qui doit faire mal, c'est extraordinaire de voir comme on peut avoir trop mal pour rien, ou comme au contraire, on peut ne pas avoir mal pour quelque chose qui justifierait une extraordinaire douleur. Alors je peux citer des exemples d'insensibilité à la douleur qui expliquent, enfin pas expliquent, mais qui illustrent ce point de vue. J'étais un modeste médecin de bataillon dans un bataillon de tirailleurs algériens pendant la guerre, et mon rôle consistait donc à ramasser les blessés sur le champ de bataille. La plupart étaient blessés parce qu'ils avaient sauté sur des mines antipersonnelles, c'était des déchirures effroyables, des amputations épouvantables. Je peux affirmer qu'ici, je n'ai pas vu un seul avoir mal. Ils avaient mal quand ils arrivaient à l'hôpital qui se trouvait à quelques kilomètres à l'arrière, et à l'époque, étant jeune, je m'étais laissé aller à cette espèce d'aphorisme: la douleur, c'est comme les gendarmes, on les rencontre à l'arrière. Mais c'est vrai que si un stimulus qui devrait être effroyablement douloureux survient sans que la personne s'y attende, eh bien, le phénomène douloureux ne se produit pas. À l'inverse, alors, si je m'approche de vous avec un couteau ou une scie en vous prévenant que je vais vous couper la peau, vous aurez très mal, alors même que je ne ferai que toucher votre peau avec le couteau. Et ceci commence à être très bien connu, en ce sens que la douleur est un système qui est un système un peu à clapet, dans la mesure où toute la psychologie se trouve tournée en dehors et très fixée sur tel ou tel point extérieur à la douleur. On peut déterminer une douleur sans provoquer la sensation douloureuse. À l'inverse, alors si on est tout là à attendre le phénomène douloureux, c'est avec une extraordinaire intensité qu'on le ressent. Est-ce que la psychanalyse, M. Bourguignon, a permis de trouver des explications par rapport à ce qui pouvait être considéré il y a, disons, un siècle comme surnaturel? Est-ce que la psychanalyse a fait sortir du surnaturel beaucoup de choses, et lesquelles? Dans une certaine mesure, là, dans ce film, il est absolument évident que le problème de ce que les psychanalystes appellent la scène primitive, c'est-à-dire des relations sexuelles entre les parents, joue un très très grand rôle. Enfin, quand elle est seule, hallucinée la nuit dans le château, et qu'elle entend des bruits de relations amoureuses entre le valet de chambre et la précédente gouvernante, manifestement, ça, ce sont ses propres fantasmes qu'elle projette sur une situation qui a été induite par les récits de la femme de chambre et de tout ce qu'elle sait de l'histoire des enfants. Donc, c'est en faisant appel aux structures inconscientes et à leur contenu fantasmatique qu'on peut expliquer les phénomènes qui se sont produits. Mais est-ce que, pour en revenir aux sorcières ou aux possédés dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'à votre avis, alors, vous, psychanalystes, vous, neurophysiologistes, est-ce que ces sorcières pourraient être ou soignées ou, disons, traitées d'une façon ou d'une autre, ou alors leur phénomène bien expliqué? Ce qui contredit un petit peu ce que disait M. Foulquignonnet tout à l'heure, à savoir ce qui se passait en Afrique, mais on pourra y revenir dans un instant. Qu'est-ce que vous en pensez? En quoi ceci contredit-il ce que M. Foulquignonnet disait? Je ne vois pas en moi. Effectivement, nous pouvons les guérir. Il s'agit de guérir. Vous voyez, la notion même de guérir est une notion occidentale. Oui, pour l'Africain, c'est un homme surdoué. Le fait de résister à la douleur, le fait de ne pas saigner, le fait d'avoir des forces musculaires et une voix beaucoup plus forte, lui donne une allure qui s'approche beaucoup plus à celle du Dieu. Compris? Il est plus qu'un homme normal. Donc, cette notion de guérison est une notion typiquement occidentale. Vous voyez, la personne qui souffre ou qui jouit de ses facultés est une personne qui est en dehors de la norme. Dans toute une partie du monde, elle est en dessous, dans toute une autre partie, elle est en dessous. Vous voyez? Ami Chauvin. Bien, mes chers collègues, je crois bien que le monde est quand même un peu plus opaque, enfin peut-être pas tout à fait aussi transparent que nous l'imaginons. Il m'est tombé, cher collègue l'ermite, il y a 6 ou 7 mois,
un papier d'un élève de Gasto, que vous connaissez aussi bien que moi, et je n'arrive pas à me souvenir du nom de cet élève. Elle avait été observée dans un coin perdu de la Macédoine, les anasténarides, les gens qui marchent sur le feu. C'est un spectacle qu'on peut aller observer comme on veut, qu'on peut cinématographier comme il vous plaira. Racontez-nous un peu ce qui se passe. Eh bien voilà. Tout le monde ne connaît pas. Et il y a, ben non, c'est pas tellement répandu, ça ne se passe pas sur la place de la Concorde. Il y a des braves gens d'un petit village dont j'ai d'ailleurs oublié le nom et peu importe, qui célèbrent la fête de leur saint patron, qui n'a probablement pas existé, mais ça n'a rien à voir, d'une manière un peu spéciale. Ils vont se recueillir dans une petite chapelle. Pendant ce temps-là, on a allumé un grand feu. Moi, je ne l'ai pas vu, je parle d'après le rapport de la collègue en question, n'est-ce pas? On allume un grand feu qui finit par former un chemin de braise d'environ 7 à 8 mètres de long et de quelques 50 cm de large. Les braises, paraît-il, toujours d'après la collègue en question, dégagent une telle chaleur qu'il est difficile de rester auprès. Alors les braves gens, après avoir prié dans la chapelle, s'amusent à marcher sur le feu sans courir, mais sans non plus affecter une démarche particulièrement lente. Et alors elle a observé leurs pieds, qui n'étaient pas brûlés. Ça se passe tous les ans, et un coup de téléphone à Gasto pourrait nous renseigner parfaitement sur l'endroit où ça se passe, comment on peut y aller, et même vous mettre en rapport avec la personne qui est une neurophysiologiste qui a observé ce phénomène. Alors, quant à les expliquer, ça c'est une autre paire de manches. Voilà qui est étrange, parce que finalement, M. Lhermitte nous disait tout à l'heure que la douleur n'était pas ressentie de la même façon, mais vous aviez l'air de dire que malgré tout, le signe de la douleur, la blessure était là. Sans aucun doute. Alors là, il y a tout de même un phénomène un peu particulier. Il y a un phénomène, voyez-vous, je crois qu'il y a là un phénomène qui, s'il est bien observé, car il ne faudrait pas se contenter du rapport d'une personne, bien que la marche sur le feu se passe dans bien d'autres endroits que la Macédoine. C'est un phénomène banal dans toute une série de cultes particuliers en Afrique et aussi en Amérique, au Brésil notamment, n'est-ce pas, à des périodes de l'année régulières, et ça peut s'observer. Je pense que si nous n'étions pas bloqués, comme nous le sommes, par toute une série de préjugés pseudo-rationalistes, nous étudierions du mieux que nous pourrions un phénomène aussi extraordinaire. Parce que ne pas sentir la douleur, c'est d'accord. Je suis entièrement d'accord avec l'ermite quand il dit que c'est un phénomène relativement banal. Mais que la plante des pieds ne soit pas brûlée, ça c'est moins banal. Si c'est bien vrai, ça bouleverse tout ce que nous savons de la physique et de la biologie. Si c'est bien vrai. Donc qu'est-ce que nous attendons pour y aller voir, de manière plus approfondie? Ça serait intéressant. On vous attend à votre prochain voyage. Ben, je ne demande pas mieux, mais... Je crois que le phénomène doit être très difficile à bien étudier. Il m'a semblé s'y prête volontiers, hein. Oui, il m'a semblé entendre à ce sujet des explications d'ordre physique, indiquant que la rapidité du pas par rapport au temps de contact sur la braise pouvait expliquer le fait de marcher sur le feu sans C'est bien connu, mon cher collègue, c'est une très vieille objection. Vous savez que vous pouvez plonger la main dans la fonte en fusion sans être brûlé. Oui. Si vous avez pris la précaution de la plonger dans l'eau auparavant. L'eau se vaporise immédiatement, mais je vous déconseille fortement de trop vous attarder. Or, le phénomène de marche dans le feu dure de l'ordre de 2 à 3 minutes. C'est beaucoup plus qu'il en faut pour carboniser la plante des pieds jusqu'à l'os. Le pied, toujours d'après la collègue, je parle d'après Ouidir, je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le voir. Mais il y a un film, vous savez, il y a un film très bon. Il y a un film, oui, et alors, d'après la collègue en question, la plante des pieds est tiède, à peine tiède, elle est rose, elle n'est pas brûlée. Bon, moi je veux bien admettre que tout le monde est halluciné, mais la caméra doit... C'est plus difficile de l'halluciner. Mais vous savez, par exemple, il y a d'autres phénomènes, la saignée, les derviches, tourneurs qui sont dépossédés, typiquement dépossédés, ils ont d'autres techniques que celles que nous connaissons, mais par exemple, les derviches tourneurs se transpercent les joues avec des lames, des fines lames, et il n'y a pas une goutte de sang qui sort. Donc il y a là d'autres phénomènes de caractère biologique qui sont évidemment à analyser, à étudier. Moi je crois, M. Lhermitte, qu'il y a vraiment là des études importantes à faire, et nous disposons maintenant d'un instrument extraordinaire, c'est justement le film. C'est le film, vous comprenez. Le film et la télévision nous donnent la possibilité de bloquer des phénomènes qui étaient des phénomènes fugaces jusqu'ici, vous comprenez. Et si vous me permettez, je m'excuse de vous interrompre. Excusez-moi, vous aviez terminé. Oui. Bon, je m'excuse de vous interrompre parce que j'ai vu moi-même, alors c'est assez rare, mais enfin ça peut se voir quand même assez couramment, sur la place Jma el-Fna à Marrakech, il y a bien des années de ça, il y a toute une série de fakirs qui font leur singerie, et j'en ai vu une qui était un peu raide quand même. C'était un gaillard qui faisait bouillir du feu dans une petite théière. Elle était comme posée sur cette table, enfin à 2 mètres de moi. J'entendais l'eau qui bouillait dans la théière. J'ai peut-être halluciné, mais enfin l'eau avait bien l'air de bouillir. Et je me souviens que le fakir en question a attrapé la théière, a fait quelques pas sur la figure d'un grand nègre qui riait bêtement au premier rang, et lui a renversé toute l'eau bouillante sur la figure. J'y étais. Telle chose m'advint, comme on dit. Ensuite, il n'est rien arrivé ensuite.
Ensuite, le nègre a ouvert les yeux, mais il n'avait pas l'air brûlé. Naturellement, je n'ai pas procédé à une étude scientifique du phénomène. Disons que j'ai été quelque peu étonné. Seulement, ça se passe tous les jours sur la place Maladie de faim, on peut photographier ça, et pour quelques sous, les gens se laissent très libéralement examiner. Mais vous avez bien une explication à ce phénomène. Mais j'ai pas à moi qui paraît d'explication. Vous n'avez pas d'explication. J'ai été peut-être halluciné, moi je veux bien vous l'admettre. Monsieur Mais Bourguignon, alors nous étions 50 dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel phénomène? Non, mais d'abord, pour l'histoire de la brûlure, les phénomènes cutanés de la brûlure n'apparaissent pas instantanément. Non, c'est exact. Bon, donc il Exact. faudrait observer le sujet pendant des heures et des jours En après. particulier pour de l'eau bouillante. Pour de Oui. l'eau bouillante. Pour de l'eau bouillante. Je considère ça comme moins curieux que l'histoire des anasténarides, n'est-ce pas? Mais enfin, oui, ça oui. pourrait très bien s'étudier parce que ça se passe tous les jours. Ce qui est curieux, c'est qu'il est supporté sans broncher et la température de l'eau bouillante. Mais il Voilà, continuait, c'est il continuait ça à rire bêtement Oui. à 2 mètres de moi. Moi, je ne rirais pas si on me faisait ça, je vous assure. Ah ben c'est pour ça que vous auriez mal. Si vous voulez, on peut se livrer à des essais systématiques. Oui, mais pour revenir à l'exemple que vous avez cité, M. Fuschignani, de l'absence de segments, je crois que c'est une chose qui répond à plusieurs explications possibles. Il y a d'abord un fait qui est connu depuis longtemps, à savoir que lorsque l'enfoncement d'une tige, bien sûr acérée, pointue plutôt, mais arrondie, lorsque cet enfoncement dans les tissus se fait lentement, il y a une réaction de constriction des tissus, donc de tous les capillaires, de toutes les artérielles, de toutes les vénules, de telle sorte que la réaction de défense de l'organisme est justement d'éviter le segment. Et puis, à l'heure actuelle, alors, dans un domaine de pensée tout à fait différent, il y a aux États-Unis beaucoup de laboratoires dans lesquels on essaye, par des mécanismes psychologiques, de modifier le comportement habituel du corps. Et ils sont arrivés à des résultats très extraordinaires, avec des systèmes bien entendu dérivés du yoga et de ces choses-là, de la méditation, à modifier le rythme cardiaque, la tension artérielle, à faire créer une rougeur avec vasodilatation dans une seule oreille, alors qu'au contraire l'autre oreille devient complètement blanche et comme exsangue. Alors, ces exemples-là peuvent paraître tout à fait extraordinaires, mais ils ne font que démontrer qu'il y a une unité biologique totale entre le cerveau et le reste du corps. Le cerveau, ce n'est pas une flamèche qui vit au-dessus de notre crâne. L'esprit, c'est intégré entièrement à la matière cérébrale, et celle-ci commande tout le reste de l'organisme et constitue avec celui-ci une unité qui est indissociable. Alors rien d'extraordinaire à ce qu'on puisse avoir de temps à autre comme ça des modifications de l'état du corps par suite d'une modification mentale. Est-ce que les stigmates pourraient s'expliquer de cette façon? On entre peut-être là dans un Là, domaine je veux savoir qu'il y en a difficile, mais... Non, mais à propos de ce que tu disais, Je crois que oui. tu te souviens qu'on nous a montré à la Société de neurologie, il y a bien des années, les radiographies d'un jeune homme qui avait une balle dans la tête et qui ne s'était pas aperçu que cette balle était pénétrée dans son crâne. Et en récapitulant ses souvenirs, il se souvenait que vaguement sur le front de La Rochelle, en l'hiver 44-45, il avait ressenti dans la nuit un choc. Ah oui, le phénomène n'est pas extraordinaire, puisque... Eh bien, il se trouvait avec une balle dans la tête. Dans ces blessures de guerre, on a pas mal. Moi, je me rappelle comme ça, un commandant de char en Indochine qui a reçu tout d'un coup une balle dans son lobe temporal gauche, il n'a absolument rien senti, mais il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose d'anormal parce que, en parlant à son micro et commandant à ses hommes, il a entendu sa propre parole, et il ne disait pas autre chose que ba, 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 ba. Il était aphasique. Il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'était pas dans la tête. Robert Sabatier. Je ne sais pas pourquoi, quand on a parlé de la Cappadoce, ça m'a entraîné en Crète, et j'ai réentendu une conversation que j'avais eue avec un mendiant qui vendait des cacahuètes à la cannée. Et le soir, on avait pris une bonne biture ensemble, avec un délicieux vin, de la cannée, et tout à coup, il me dit, au moment des inquiétudes métaphysiques, il me dit, il parlait français, il avait livré du vin à 7 en 14, il connaissait le français, il me dit, tu as lu, toi, dans les livres? Bon, je lui dis, tu sais, un peu. Tu as lu beaucoup de livres? Oui, j'en ai lu beaucoup, mais tu sais, je suis bien ignorant. Mais tu as lu beaucoup de livres? Oui, beaucoup. Bon, alors, tu vas me répondre. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de nous? Je lui dis, je ne peux pas te le dire. Il me dit, mais alors pourquoi tu as lu dans les livres? Et là, quand je suis avec vous, messieurs les savants, j'ai l'impression que vous avez quand même quelques petites certitudes a priori, et que vous élaborez, vous établissez un système pour les défendre. Mais
je ne sais pas, le jour où il vous arrivera quelque chose à vous, parce qu'est-ce que vous avez un exemple personnel? Là, vous parlez malgré tout un petit peu dans la science, avec une part d'abstraction, mais est-ce que vous dites, il a eu une hallucination pour telle et telle raison, mais est-ce que vous, il vous arrive dans votre vie quelque chose que vous n'avez pas expliqué? Oui, j'ai eu des rêves. J'ai rêvé la mort de Pitoef la nuit où il est mort. J'ai rêvé la mort du médecin de Gaulle la nuit où il est mort. Je ne voudrais pas interpréter de façon psychanalytique la signification de ces rêves. Enfin, c'est un désir et réalité. Il y a peut-être Ah non, je ne connaissais même pas personnellement, je n'avais jamais vu Lischwitz. C'est ce qu'on appelle... Je connaissais Pitoef, mais c'est je ce qu'on connaissais appelle, pas M. Lischwitz. Bourguignon, des rêves prémonitoires, c'est ça. Et Oui, c'est un phénomène, en effet, là, non, c'est même pas prémonitoire, ils sont synchrones de l'événement. Ah bon, synchrone de l'événement. À quelques heures près. Mais Parce que la prémonition, c'est plus par de la exemple, télépathie. Si c'est ça. La prémonition, les rêves prémonitoires, c'est quelque chose dont on entend parler assez souvent. Est-ce que ça existe, ou est-ce qu'on entre là dans le domaine du surnaturel? On pourrait peut-être en parler un petit peu. Votre avis, M. Bourguignon, sur vos rêves, par exemple? Bon, ma première réaction, c'est de dire que c'est une coïncidence, parce que j'ai fait attention à ces rêves-là, parce que ça coïncidait. Puis il y a des tas de rêves qui ne coïncidaient pas, j'y ai pas fait attention. Donc c'est la première explication. L'explication des rêves prémonitoires peut être la suivante, c'est que on désire toujours des tas de choses, et puis un jour, il se trouve que ce qu'on désire arrive, ou on craint, ce qui est la même chose. Et moi, je ne crois pas aux rêves prémonitoires. Non, il y a quelque chose pour moi d'inconcevable, parce que je ne vois pas très bien par quel mécanisme qui que ce soit sur la Terre ou ailleurs pourrait prévoir ce qu'est l'avenir. Ça me semble assez difficile à concevoir. Cela présuppose que vous savez ce qu'est le temps. Oui, mais je ne sais pas bien ce qu'est Moi le non temps, plus. et en particulier Moi le non temps à venir. Mais à l'inverse, alors je crois qu'on pourrait rectifier un petit peu les réalités en rappelant simplement les deux étapes historiques. Le rêve prémonitoire a tout de même été le corollaire de l'humanité depuis qu'elle est sur la Terre et depuis qu'elle a laissé des marques écrites de ses préoccupations. Et on comprend très bien que, actuellement, étant donné ce que l'on sait des rêves, on comprend très bien comment notre esprit étant sans cesse tourmenté par de multiples préoccupations, que celles-ci puissent ressortir sous la forme de rêves. Alors, dans la mesure où il y a une coïncidence, évidemment, le fait est très frappant. Jusqu'à une époque relativement récente, le rêve prémonitoire, c'est-à-dire le rêve même, a été considéré, ou dans beaucoup de cas considéré, comme ayant la valeur d'un signal quant à l'avenir. Bon, toutes les grandes campagnes militaires des époques romaines, grecques, etc., l'ont bien montré, encore même récemment. Et je trouve que c'est une des vertus les plus importantes de l'œuvre de Freud que d'avoir renversé à ce sujet le courant. Et que d'avoir nié que le rêve ait quelque valeur quant à une prédiction sur l'avenir, mais qu'à l'inverse, le rêve était vraiment le propre du passé de l'individu et révélateur du passé de l'individu. Enfin, de la prémonition des rêves, on est passé à la valeur significative du rêve quant à la structure psychologique et aux expériences vécues d'un être. Ami Chauvin, est-ce que vous êtes d'accord sur cette analyse? Non, hélas, non, pas du tout. Parce que ces problèmes ne sont point du tout une question de théorie personnelle, c'est une question d'observation. Or, depuis plus de 40 ans maintenant, Louisa Rhine en Amérique récolte des cas spontanés, comme nous les appelons, n'est-ce pas, et notamment des rêves prémonitoires. Alors il est parfaitement exact qu'on est frappé par un rêve et qu'on n'a peut-être pas été frappé par 10 rêves auparavant, et qu'il se trouve que par hasard, ce rêve pourrait coïncider avec quelque chose qui vous est arrivé. Et dans ce cas, l'hypothèse d'une distorsion du hasard est tout à fait compréhensible. Mais lorsque le rêve prémonitoire est précis, c'est ça le point, n'est-ce pas, lorsqu'il a été enregistré par le sujet, parce que c'est un rêve prémonitoire est quelque chose de bouleversant en général, c'est quelque chose de très rare également. Lorsqu'il a été enregistré par le sujet, qu'il l'apporte au parapsychologue et qui lui dit je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà ce que j'ai rêvé. Et lorsque la chose arrive, alors on connaît un certain nombre de cas, ou pas des milliers, un certain nombre de cas où raisonnablement il est probable que les choses se sont passées comme le gaillard le dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas une certitude absolue, parce qu'on ne peut pas expérimenter là-dessus, on ne peut pas à volonté expérimenter là-dessus, bien que actuellement en Amérique on est en train d'essayer avec succès
de transmettre à un dormeur par télépathie des images oniriques et que ça marche, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il ne faut pas se précipiter de dire telle chose est vraie et telle chose ne l'est pas. Il faut se rappeler d'une vérité première, avec laquelle nous sommes tous d'accord en théorie, mais très peu d'entre nous le sont en pratique. La science est toute jeune, elle vient de commencer. Ce monde est encore en grande partie opaque, n'est-ce pas? Par conséquent, dire ceci n'est pas, ceci est impossible, c'est extrêmement dangereux. Dans les sciences, toutes les personnes qui ont déclaré que quelque chose était impossible, toutes sans exception, se sont trompées. Vous avez prononcé, Rémi Chauvin, un mot qui demande qu'on en parle, on en dise un peu plus, c'est le mot de télépathie. Oui. Télépathie, transmission de pensée, c'est aussi un phénomène qu'on classe souvent dans les phénomènes surnaturels. Mais non, ça n'a rien à voir avec un phénomène surnaturel, Seigneur Dieu. Enfin, disons, un phénomène qui n'est pas Paranormal. expliqué par la science. Disons paranormal. Disons paranormal. Parce que surnaturel, c'est dans la nature. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est si... Ça se passe dans le cerveau, donc le cerveau est, à ce que je sais, dans la nature. Vous avez raison. Disons paranormal. Oui. Disons un phénomène que la science n'explique pas. Est-ce tout à fait vrai, André Bourguignon? Est-ce que la télépathie est un phénomène qui vous paraît un phénomène en dehors de la science à l'heure actuelle? Mais non, c'est un phénomène qui doit être étudié. Il faut l'étudier comme un autre. Est-ce qu'il l'est sur le plan scientifique? Il est étudié scientifiquement aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'en disent les scientifiques qui l'étudient, à votre avis? Moi, j'ai surtout lu les recherches relatives aux rêves dont parle M. Rémi Chauvin, qui sont des expériences relativement simples. Un dormeur est dans une pièce totalement isolée, sans aucune communication avec un sujet qu'on appelle l'agent, lequel regarde, mettons, un tableau, une image, au moment où le sujet est en phase dite paradoxale, et qui est la phase privilégiée du rêve, et on réveille le sujet à la fin de sa phase paradoxale, et on regarde, enfin, on enregistre son récit onirique, et on voit s'il y a une coïncidence entre l'image observée par l'agent et le récit onirique. Et la comparaison est faite par des juges qui sont tout à fait en dehors de l'expérience. Ces résultats sont analysés statistiquement, et jusqu'à présent, on a pu démontrer qu'ils n'étaient pas dus au hasard. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Léon? Moi, j'aurais voulu... C'est tout de même troublant. Oui, c'est très troublant, oui. C'est très troublant, mais faire quelques réflexions à propos de ce qu'a dit Rémi Chauvin. Et de ce que vous avez dit aussi. Ne croyez pas que les phénomènes de la nature soient tout expliqués par la science, c'est bien le contraire. Nous sommes vraiment tout à fait au début de l'ère scientifique, et plus nous avançons, plus nous rencontrons des mondes d'inconnus que nous ne comprenons absolument pas, mais que nous observons comme des faits naturels. Donc, le fait que la science n'explique pas ne prouve pas du tout que tel ou tel fait soit surnaturel ou soit simplement le fruit de l'imagination de tel ou tel individu. Sûrement pas. Mais il y a tout de même un certain nombre, je crois, de limites aux choses qui appartiennent aux faits de la nature. Et pour revenir alors strictement à ce qu'a dit André Bourguignon quant à la possibilité de commander des rêves par télépathie, je trouve qu'il y a un obstacle très difficile à franchir. C'est que, bon, nous savons tous que le monde physique, réel, universel, n'a rien à voir avec celui que nous pouvons créer à l'aide de nos organes des sens, nous le savons bien. Nous sommes des illusions dans ce monde-là, c'est vrai. Bon, nous sommes des illusions et nous sommes des infirmes pour comprendre la réalité physique du monde, même du monde einsteinien qui déjà, paraît-il, est dépassé par la physique moderne. Ce qui n'empêche que notre malheureux cerveau, il ne peut vraiment recevoir des informations que par ses organes des sens. Il en a un certain nombre, mais je vois mal comment notre cerveau, je vois mal du point de vue même conceptuel, comment notre cerveau pourrait recevoir une information d'un autre cerveau sans qu'une cellule réceptrice de ce cerveau soit là pour la recevoir. Nous savons ici que nous sommes tous transpercés par de multiples ondes, les ondes hertziennes de je ne sais combien de fréquences. Nous ne les sentons pas, mais il suffit d'un récepteur quelconque pour immédiatement leur rendre à nos yeux une réalité physique qu'elles n'ont pas, puisque nous n'avons pas de récepteur adéquat pour les recevoir. Alors je ne serais pas du tout choqué, par exemple, que si l'on mettait dans le cerveau d'André Bourguignon quelques électrodes, et puis qu'on mette dans mon cerveau d'autres électrodes, pas du tout choqué qu'il puisse y avoir par radio, bien entendu, quelques communications, mettons, relativement élémentaires, entre l'activité cérébrale d'André Bourguignon et puis les réponses
que je recueillerais moi. Ça ne me choque pas. On peut imaginer Ne des soyez tas pas si d'ordinateurs brutal, entre les deux. communiquez plutôt télépathiquement. Vous voyez. Et ça, j'ai Mais un est-ce peu de que, difficulté. est-ce que vous êtes certain, Monsieur l'ermite, que vous connaissez parfaitement les fonctions du cerveau et qu'il ne peut pas y avoir, Non, comme je le les connais suggérait pas. Rémi Quelle est Chauvin, la une question que vous avez possibilité, posée Voilà. de communication en dehors Nous y des revenons. sens, ce qu'on appelle quelquefois le sixième sens, dans termes vulgaires. Est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse exister? Nous ne connaissons pas d'abord les rapports qu'il y a entre cerveau et pensée. Ce sont deux aspects d'un même phénomène. Nous commençons à connaître les corrélations qui existent entre certaines activités de l'esprit et certaines structures, ou certaines activités de certains systèmes du cerveau, ça, il n'y a pas de doute. Et pour ce qui est du futur, on peut imaginer des expériences absolument bouleversantes et faire de nous des espèces de robots commandés de l'extérieur ou autocommandés par des ordinateurs qui reçoivent nos ondes et qui commandent à nos structures cérébrales un certain comportement. Bref, il y a là-dedans une futurologie qui se développe chez l'animal, qui est bouleversante si jamais on imagine un jour que l'homme l'appliquera à l'humanité. Bon, c'est effrayant comme perspective, mais c'est tout à fait différent de la question que vous posez. Est-ce que, lorsque je suis seul, là, à réfléchir à quelque chose, ce qui comporte bien entendu la mise en route de multiples systèmes physico-chimiques dans mon cerveau, et que je n'exprime rien de ce que je pense, comment cette pensée, non, c'est pas comment, est-ce réel, est-il réel que cette pensée puisse traverser l'atmosphère et puis pénétrer dans un autre cerveau sans organe d'essence pour la recevoir, et puis donc la communiquer à cet autre cerveau? Vraiment, il y a pour moi un point d'interrogation. Je ne veux pas prononcer le mot d'impossible parce que c'est effectivement toujours bien dangereux. Gardez-vous en Je trouve en tout cas que c'est fascinant. Fascinant et déroutant. Et pourtant, pour les parapsychologues, Rémi Chauvin, la télépathie, c'est un phénomène qui existe. Oui, mais avec une petite nuance, voyez-vous, Oui. pour des raisons de commodité technique. Je l'étonnerai sans doute beaucoup en disant que la télépathie a été beaucoup moins étudiée que la clairvoyance. Parce que pour la télépathie, il faut deux sujets, un émetteur et un récepteur. Et pour la clairvoyance, c'est-à-dire la divination, c'est le mot consacré, par exemple, de cartes cachées dans les sacs de papier noir, il ne faut qu'un sujet, puis un expérimentateur qui prend des notes. Ça peut même se faire automatiquement. Mais vous pensez que c'est le même phénomène? C'est le même, oui, probablement. Vous voulez dire que... Probablement. Là, vous me faites dire, oui, je suis allé un peu plus loin que je ne voudrais. Enfin, c'est un phénomène du même ordre. Or, pour ce qui concerne la clairvoyance, pour les rares personnes qui, comme moi, ont pris la peine de remonter à la source et de lire les innombrables rapports qui ont été faits là-dessus depuis 40 ans, il n'y a pas le moindre doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Celui qui le nie ne connaît pas la bibliographie, c'est tout. Robert Sabatier? Oui, une question de Candide, bien sûr. Est-ce qu'un savant peut progresser à partir d'un esprit qui est uniquement rationaliste? Ou est-ce qu'il ne faut pas qu'il s'ouvre à l'imagination, à l'intuition, peut-être à la poésie? Ah, ça c'est une question qui me plaît beaucoup, justement parce que c'est une question poétique. Je crois qu'on peut répondre à Sabatier que les mécanismes de la découverte scientifique sont les plus illogiques qui soient. Les plus poétiques. Ils participent très nettement de la création artistique. Et le diable m'emporte si je sais pourquoi on trouve quelque chose et pourquoi on ne le trouve pas, et pourquoi les grands hommes ont trouvé ce qu'ils ont trouvé plutôt qu'autre chose. Dans la plupart des cas, ce n'était pas du tout au terme d'un cheminement logique, ou alors il y avait un cheminement logique qui l'avait préparé, et la découverte faisait... Ça se rapportait à une sorte d'illumination. Oui, voyez-vous, monsieur Sabatier, je crois que là-dedans, il faut tenir compte aussi de l'époque à laquelle vous vous référez. Lorsque, mettons, la science, dans ses balbutiements, n'était pas très dépendante des techniques, la créativité, l'intuition, l'imaginaire a joué un rôle considérable dans l'évolution du progrès. Et au XVIe siècle? Oh non, j'en même parle au 19e. 19e et début du 20e. Et l'histoire de Kékulé. Tout récemment encore. Mais alors, actuellement, nous sommes vraiment submergés par la technique. Et le développement de ces techniques oblige, malheureusement, à une certaine rationalisation des recherches. Ça ne veut pas dire pour autant que les recherches soient plus productives que jadis. Je dirais que non. Et d'un autre côté, je crains que dans beaucoup de cas, en particulier aux États-Unis, que cette rationalisation obligatoire, mettons, étrangle un petit peu le génie créateur de l'homme. Mais je crois effectivement que si on retraçait l'histoire des sciences, l'histoire des découvertes,
on trouverait beaucoup, beaucoup de faits qui n'ont rien à voir avec le succès, mettons, logique, aboutissement d'une succession de petits chaînons de la recherche qui s'engrènent les uns dans les autres pour arriver au succès. Est-ce que vous n'avez pas quand même l'instinct, toujours, pour une explication de phénomènes difficilement explicables, d'en venir toujours forcément à la logique et au rationalisme? Si vous permettez, Robert Sabatier, nous allons prendre un exemple pour ça, pour revenir peut-être à ces aspects paranormaux et pas dévier sur une discussion un petit peu trop abstraite. Il y a une question que je voulais poser à nos invités à propos d'un phénomène dont on parle aussi souvent, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous appelez ça, le déjà vu ou le déjà vécu. C'est l'impression de certaines personnes de vivre un événement et de l'avoir déjà vécu. C'est un phénomène assez courant, Rémi Chauvin. C'est explicable d'une manière assez naturelle. Oui, moi aussi. Je crois. Allez, je crois que l'ermite a une explication à laquelle je suis tout près d'adhérer. Il la dira beaucoup mieux, je ne saurais la dire. Ce n'est pas certain, ça. Ce n'est pas certain. Alors, je crois, pour les téléspectateurs, il faut dire en quoi consiste le déjà vécu. Je vous en prie. Alors, c'est vrai que pour chacun d'entre nous, sauf vous, c'est la première fois que nous sommes ici, c'est la première fois que nous avons cette conversation ensemble, donc c'est vraiment un moment qui est unique dans notre existence. Et le propre du phénomène du déjà vécu, c'est au moment où l'on vit cela, de se dire, mais c'est extraordinaire, ce moment, mais je l'ai déjà vécu. Alors comment expliquer cela? Je crois qu'on peut l'expliquer en rappelant d'abord que ce phénomène est ressenti très souvent par des sujets qui ont des crises d'épilepsie localisées au lobe temporal. Et c'est très très fréquent et c'est connu depuis Jackson, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, et c'est parfaitement décrit par ces sujets qui disent, quand je suis dans un moment qui est vraiment un moment unique, j'ai le sentiment que j'ai déjà entendu cette conversation, que j'ai déjà vécu cela, que j'ai ressenti exactement le même sentiment que j'ai à l'heure actuelle. Alors voilà l'explication que l'on peut en proposer. Pour chacun d'entre nous, notre cerveau crée à tout instant un sentiment cohérent, une image cohérente de ce que nous vivons, parce qu'il y a une sorte de simultanéité de ce que nous apporte notre vision, notre audition, la sensation de notre corps, le sentiment affectif qui nous anime, le moment où nous en sommes dans notre raisonnement logique, etc. Imaginez que par suite d'une crise d'épilepsie dans le lobe temporal, il y ait une dissociation de ces influences qui normalement sont simultanées. Alors, dans la mesure où il y a une dissociation dans le temps, ceci veut dire que notre cerveau va être d'abord informé d'une certaine partie de la situation d'aujourd'hui, à l'instant présent, et que peut-être un dixième ou un centième de seconde plus tard, de nouvelles volées d'informations vont parvenir dans notre cerveau quant à ce même moment présent. Mais le décalage fait que la deuxième image rencontre la première, et que la correspondance, mettons, déphasée de ces deux images crée dans l'esprit de l'individu la notion, mais oui, qu'il a déjà vécu ce moment-là. Il voit deux images alors qu'il ne voit... Il ressent, mettons. Il ressent. C'est l'explication à laquelle vous pensiez, Rémi Chauvin? Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Donc là aussi... J'ai l'impression que c'est quelque chose de physiologique. Oui, c'est physiologique. Les adolescents, par exemple, l'ont fréquemment lorsqu'ils sont dans une phase de relâchement psychologique. Et on peut admettre qu'à ce moment-là, compte tenu de l'immaturité du cerveau, encore à cet âge, il n'y ait pas une concordance parfaite des informations. Robert Sabatier. Ça vous paraît difficile? Non, je suis très embêté parce que je crois qu'il faut que j'aille voir un médecin. Ça m'arrive souvent. Alors, non, je suis à l'état adolescent. C'est un phénomène parfaitement normal. Non, Janine l'avait décrit également. Non, il y a un phénomène, moi, qui m'intéresse davantage et qui s'en rapproche. C'est Baudelaire, la vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques. Ce sont les individus qui se souviennent ou croient se souvenir de quelque chose qui s'est passé dans une existence antérieure. Et beaucoup de poètes, je crois, de philosophes aussi, ont été hantés par cette idée de la vie antérieure qui a beaucoup dominé le 19e siècle. Il y a eu les correspondances qui venaient d'ailleurs du 18e, du Père Castel et d'autres, et il y a eu la vie antérieure. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Très belle poésie. Rémi Chauvin, est-ce qu'il y a là aussi des cas dont vous ayez un exemple précis? Il y a en Floride un laboratoire que je connais bien, et où le directeur est peu commun, c'est un Américain qui parle couramment le français sans le moindre accent, je pense que ça mérite d'être souligné, et il a voué sa vie à l'étude de ces cas-là. Je veux dire qu'il ne m'a pas tellement convaincu, parce que qu'est-ce qu'on observe? Il a ramassé des cas tout à fait extraordinaires, bien attestés, où un enfant, par exemple, se rappelle d'avoir été marié dans un village voisin avec une certaine personne au cours d'une vie antérieure. Bon, on y va.
Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il a existé parfaitement une famille telle qu'il l'a décrit, etc. Alors voyez-vous, assez paradoxalement, quand on admet la télépathie, quand on admet la clairvoyance et autres phénomènes parapsychologiques, ça vous fait douter des vies antérieures. Parce que comment peut-on savoir qu'il n'a pas acquis toutes ses connaissances par télépathie avec un cerveau vivant? Voyez-vous? Voyez-vous la boucle? Alors, mais je dois dire que c'est tout à fait ahurissant ce qu'il m'a raconté. Il a d'ailleurs publié un livre là-dessus. Mais je ne suis pas très à mon aise. Il y a aussi ces cas tout à fait étranges, souvent des femmes d'ailleurs, qui se mettent à parler une langue soi-disant inconnue et dont elles disent peut-être attendez, parfaitement, il y a plusieurs cas. Avoir vécu D'abord, une vie... quand elles prononcent quelques paroles, seulement, vous ne pouvez jamais affirmer qu'il n'y a pas eu, par hasard, ils n'ont pas entendu ces paroles-là quelque part et qu'elles ne les répètent pas, même si elles jurent de les avoir jamais entendues. C'est des anomalies de la mémoire qu'on connaît parfaitement. Oui. Quand elles peuvent soutenir une conversation dans une langue que visiblement ils ne connaissent pas, c'est une autre histoire. Et ça arrive? Il y a 3 cas à peu près. Et des cas dont vous pensez qu'ils puissent avoir quelque chose, disons, d'anormal pour ne pas parler de surnaturel? Moi, je ne crois guère qu'à l'expérience, voyez-vous. Je dois dire que ça pose un problème. Ça pose un problème qui est tout de même colossal du point de vue biologique. Colossal. On ne peut savoir que ce que l'on a appris. Ou que ce qui est transmis d'ailleurs. Oui, mais pour l'homme, pour ce qui est de l'homme, malheureusement, ce que nos parents ont appris n'est même pas transmissible non. À la génération d'après. Non, mais dans ce cas-là, je penserais à un mécanisme télépathique vraisemblablement. Mais encore une fois, c'est pas tellement facile. Vous ne pouvez pas expérimenter là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une très belle histoire. Bon, point final. Mais on ne pourrait pas apprendre en condition, on pourrait pas apprendre en condition subliminale, par exemple. On pourrait apprendre sans avoir l'impression d'apprendre, d'entendre des paroles, des phrases qui échapperaient à la conscience lucide et qui seraient emmagasinées sans qu'on s'en rende compte et qu'on rendrait après. Oui, on avait parlé qu'on pouvait apprendre pendant le sommeil. Pendant le sommeil, Ah oui, c'est tout à fait une autre affaire. Voilà. Une autre affaire. Le petit enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans qui apprend la langue maternelle, il apprend sans le savoir. Et la personnalité que nous construisons, nous la construisons à travers une multitude de suites d'expériences qui vraiment ne sont pas vécues consciemment et en tout cas pas comme des apprentissages. Donc c'est sans arrêt que notre cerveau se trouve informé de multiples choses qui restent emmagasinées dans notre cerveau. Et ne prend-on pas, par exemple, une langue comme ça, l'avoir entendue, sans s'en rendre compte, et puis la remettre en évidence au moment. Vraiment... C'est l'explication qu'on entend. C'est là où on tombe. J'ai l'impression que ces messieurs... Robert Sabatier, je suis un petit peu déçu parce qu'on arrive presque à la fin de cette émission et finalement nos amis scientifiques ont apporté des explications à presque tout. Est-ce qu'on essaye d'aller un peu plus loin? Je m'attendais à dire sans cesse que vous dites est trop compliqué, on n'y comprend rien, puis c'est très lumineux. C'est très lumineux. C'est merveilleux. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que tout de même, il y a des phénomènes dont vous pensez que M. l'ermite ne va pas trouver d'explication? Le déplacement d'objets, il y a bien plus de choses sur le ciel et sur la terre Horacio Clarke que n'en conçoit notre philosophie, n'est-ce pas? Et je crois que ces choses existent. Je crois même qu'il y en a plus, je crois qu'il en existe bien davantage, par exemple la clairvoyance ou la télépathie. Oui. Mais je n'ai pas l'explication, je ne l'ai pas du tout. C'est bien là la principale faiblesse de la parapsychologie. Nous n'avons pas de théorie valable pour ce genre de choses. Nous allons peut-être l'avoir, mais nous ne l'avons pas. Mais il serait tout de même intéressant d'y aller voir. Mais est-ce que le déplacement des objets, par exemple, à distance, comme on en a vu quelques exemples assez retentissants ces derniers temps, est-ce que ça vous paraît quelque chose? Nous n'avons pas le temps d'en parler. Mais ce que vous avez vu n'est pas du tout une maison hantée. Une maison hantée est beaucoup plus curieuse que cela. Oui. Il y a eu un commandant de gendarmerie qui s'appelle le commandant Tisanet, qui a eu l'idée de truster tous les rapports de gendarmes sur les maisons hantées. Vous savez que ça arrive de nos jours. C'est absolument courant. Et les braves gendarmes n'aiment pas beaucoup ces choses-là. Alors il se dégage toute une série de constantes dans leurs observations qui sont extrêmement curieuses. Par exemple, l'apport de pierres. Il y a un tout petit détail très intéressant qui est dans tous les rapports. Les pierres sont chaudes. De petites choses qui ne s'inventent pas. Ce qui faisait croire jadis qu'elles venaient de l'enfer, voyez-vous. Mais laissons ça de côté, parce qu'on ne peut pas expérimenter dessus et ça n'a pas été bien étudié. Tout dernièrement, mon excellent collègue Hans Bender, qui est l'ordinarius de psychologie, comme on dit, le professeur de psychologie de Fribourg-en-Brisgau, qui s'intéresse à ces choses-là, a observé un cas à Rosenheim, un cas de perturbation des lignes téléphoniques par la personne d'une gamine, n'est-ce pas, qui n'y touchait absolument pas, et tous les phénomènes ont été enregistrés par les spécialistes du téléphone d'Allemagne, qui ont avoué n'y rien comprendre. Le rapport en entier est tout à fait disponible et n'importe qui peut le consulter. Je crois qu'on pourrait...
dans votre croyance. C'est pas une croyance. Je tiens à souligner. Ce sont des signaux qui dévient sur une bande enregistreuse. Je tiens à souligner une fois de plus que les faits de la nature, pour leur immense majorité, n'ont pas d'explication. Et c'est aussi vrai pour les phénomènes qui nous dépassent dans le cosmos que pour les phénomènes de l'infiniment petit. Et plus on s'enfonce dans l'infiniment petit, plus on rencontre des mondes et des mondes d'inconnus. Entièrement exact. Pour donner une réponse à M. Sabatier, quand même une réponse satisfaisante qui concilie la science et la poésie, je voudrais lui citer cette admirable petite histoire de Lao Tse. Vous la connaissez? Lao Tse qui rêve d'être un papillon et qui dit... Suis-je Lao Tse qui rêve d'être un papillon ou suis-je un papillon qui rêve d'être Lao Tse? Voilà la frontière entre la science et la poésie qui ne sera jamais résolue. Êtes-vous satisfait, Robert Sabatier? Moi, je suis satisfait. Un peu ennuyé de ne pas avoir joué complètement Candide, mais d'avoir été, j'ose pas dire à égalité, mais enfin d'être bien reçu par les savants dans cette conversation, à ce point que j'avais plutôt tendance à être Socrate que Candide. Je vous remercie. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous au mois prochain. Bonsoir.